Bonsoir, je suis ravi de vous retrouver à l'émission Le Micro du Soir. Aujourd'hui, j'accueille pour la seconde fois l'ingénieur français Julien Deltor et il était temps, notre premier et dernier échange à ce même micro date de mai 2023. Il y a exactement 3 ans donc. Julien Deltor se définit comme un practiviste low-tech. Il va nous expliquer ce que cela signifie euh, au sein de l'association Climatosphera. Avec lui, nous allons parler de ses projets actuels et à venir, mais aussi et surtout, plus largement, de sa conception d'une vie peut-être plus en harmonie avec notre environnement. Julien Deltor, bonsoir. Bonsoir Laurent. Merci d'être une nouvelle fois au micro de ce soir. Tout d'abord, donc, qu'est-ce qu'un practiviste low-tech? C'est la première fois que j'entendais cette expression. Et puis, dans un second temps, vous nous parlerez un petit peu de l'association Climatosphera, peut-être. Bah, Practiviste, c'est vrai que j'aime beaucoup ce terme. Mhm, Cette notion un peu d'activisme, dire, sur la base de convictions, mhm. convictions personnelles, où c'est vrai que j'étais assez touché par les enjeux climatiques et les répercussions sociales. Et donc, les premières interventions que j'avais fait avec des lycéens, c'était sur les enjeux Ah, climatiques. avec, pardon? Des lycéens. Des euh, lycéens. Ah, des lycéens, des pardon, oui, oui. lycéens Ah, en France, c'était sur les enjeux énergie-climat et les impacts sociaux. Et c'est vrai qu'on ressortait de là, et eux et moi, mais lessivés un peu en parlant du problème et voilà, ah. sociaux, environnementaux qu'il pouvait y avoir entre nous et autour de nous. Et, je trouve que par la pratique, on ressort avec une autre dynamique. Et de D'accord. suite, j'ai eu envie de m'orienter vers des tâches plus pratiques, apprendre en faisant, avec l'outil en main, comme un prétexte pour se rencontrer et pour ressortir de cette activité avec de l'optimisme, la Quelque joie chose de d'une concret. rencontre Ouais, et quelque chose de concret. ouais. Et D'où le donc, terme practiviste. c'est ça, D'accord. c'est Mhm. travailler dans des domaines qui font du sens pour moi par la pratique ensemble. Mhm. Et alors, la low-tech, c'est quoi en quelques mots? En quelques mots, c'est vrai qu'on en parle un petit peu la dernière fois, ben, c'est basé sur trois piliers principaux. Un, c'est questionner la finalité, l'utilité de l'objet. C'est-à-dire, pas nécessairement euh, donner tous les moyens pour faire un produit qui n'est pas utile, on va dire à la société ou à l'individu. Deux, c'est si cet objet est utile, par exemple la distribution de l'eau potable pour tous, alors on veut qu'il soit accessible. Donc, s'il est utile, il n'y a pas de raison qu'il y ait de privilèges, donc on veut qu'il soit accessible à tous. Donc, on vient questionner l'accessibilité de l'objet, c'est-à-dire sa facilité à l'acheter ou à le fabriquer, à le réparer, par exemple. Et le troisième point, c'est s'il est utile et s'il est accessible, ben, on veut qu'il puisse durer dans le temps et qu'il soit durable au sens environnemental également, qui ne vienne pas, on va dire, compromettre les ressources pour ben, nos voisins ou ben, les générations futures. Donc D'accord. c'est fondé sur ces trois piliers, questionner l'utilité, euh, l'accessibilité et la durabilité environnementale de l'objet. D'accord. On y reviendra de toute façon pendant notre échange. Et en quelques mots également, l'association Climatosphera qui fait beaucoup de choses. Euh, et on a interviewé d'autres de ses membres, hein, comme Charles Berville, par exemple. Alors, dites-nous Ouais, un petit peu de ben, quoi il c'est vrai que c'est s'agit. une belle communauté. Alors, je pense qu'on est tous activistes dans cette communauté où on partage on va dire, des valeurs communes qui sont... Pardon, ben, excusez-moi, j'ai Édouard Millot également. oui, Je Edouard, voulais pas Edouard. oublier. Oui, Oui. Raoul aussi. oui, Raoul, oui, oui, oui. Et donc, on partage des valeurs et des intérêts communs qui sont, on va dire, une valorisation sociale et environnementale. Et ensuite, par la pratique, alors, il y a diverses pratiques. Il y a des pratiques qui sont de sensibilisation, qui peuvent être ben, comme la fresque du climat, qui est connue pour, on va dire, comprendre un petit peu les enjeux autour des changements climatiques sociaux et les enjeux environnementaux. Il y a des actions
type projet comme Campus Verdé, où on vient reverdir un campus, celui de l'UTCB, avec les étudiants, pour les étudiants, avec par exemple l'ajout de jardinières, voilà, d'espaces de rencontre. Mhm. Et il y a ensuite des actions, on va dire, de projets qu'on appelle, par exemple, la création de formations pour les lycéens, on pourra en parler tout à l'heure, mais aussi la création d'objets avec les citoyens, comme des stations de recharge pour la mobilité. Et on agit on va dire, toujours de la même manière, sur trois étapes. On essaie de sensibiliser à la compréhension du problème, penser les solutions ensemble en co-création et agir. Et ça, dans plusieurs secteurs. L'alimentation, avec des projets comme Bucharest Food Conversation, où on vient questionner la pratique alimentaire et comment pouvoir avoir une nourriture bonne pour tous. Euh, Dans le domaine de l'énergie, avec des sensibilisations sur qu'est-ce que l'énergie verte et comment la partager. Dans le domaine de la mobilité, avec des sensibilisations sur qu'est-ce que la mobilité, est-ce que le tout voiture est la solution ou est-ce que ça peut être un équilibre avec la mobilité légère. Et donc on a des ateliers dédiés à ce domaine. Euh, voilà un peu Et les domaines surtout, principaux. vous essayez de toucher surtout les lycéens ou pas nécessairement? Alors, pas nécessairement. C'est vrai que c'est un public qu'on affectionne particulièrement Ouais. parce que c'est vrai Parce que... que c'est là que tout se Voilà, modèle quelque part. Ouais. ouais, je pense que et puis on a cette chance, moi je trouve, d'avoir, ce contact avec eux, parce qu'ils nous apportent beaucoup aussi. Je trouve qu'ils sont sensibles, à la cause, on va dire, sociale et climatique, ou des fois un peu, pas perdus, mais en quête de De sens et de direction, de perspective. sens, de perspective. Et c'est très intéressant de voir que, je veux dire, aussi jeunes, parfois, ils se posent des questions. Moi, personnellement, à l'âge du lycée, je me questionnais pas trop. Voilà, maintenant ça devient un Mhm. problème, enfin, Et le une problème était moti peut-être moins aigu que maintenant. Mhm. peut-être aussi, ouais. Mhm. Et c'est vrai qu'à la fois, ils nous apprennent, ils nous montrent que leur sensibilité donne de l'espoir. Et je pense aussi effectivement que c'est le moment où il y a des décisions qui se prennent. Et c'est toujours intéressant d'intervenir à ce moment. On a aussi des activités avec Et cela à Bucarest ou pas, et pas seulement. et pas seulement, on a eu Mhm. des activités à Deva. Là, on en aura avec Campulung aussi. Donc il y a principalement Bucarest, l'équipe est là, mais on a quand même des activités aussi en dehors. Et on invite bien sûr toute personne intéressée à nous contacter. Mhm. On intervient aussi auprès de collégiens, euh, Oui, encore plus jeune. Ouais. notamment avec des petits ateliers sur la biodiversité. Mhm. Euh, Mhm. Et puis il y a ces fameuses fresques du climat euh, auxquelles j'ai eu la chance de participer avec Raoul justement. ouais. Et c'était très intéressant. Et là, ça s'adresse à vraiment toute personne. D'ailleurs, si quelqu'un qui nous écoute serait intéressé par assister à une fresque du climat, par exemple, comment il contacte Oui, Climatosphera, quoi. Climatosphera sur alors, les réseaux Voilà. sociaux, c'est vrai que du coup, il y a Voilà. Un l'embarras du choix Climatosphera entre en un seul mot, ouais, voilà. ouais, Mhm. soit Facebook ou Mhm. Instagram ou LinkedIn. Et D'accord. ensuite, on peut trouver une activité. Alors, il y en a pour les jeunes et les Oui, il moins n'y a pas jeunes, que les hein. fresques, hein, oui. Voilà, Ouais, ouais, c'est ce que vous dites, ouais. il y a plusieurs, on va dire, formations qui s'étalent de 1 heure à 3 heures, à même des programmes sur 6 mois, sur un plus long terme. Mhm. Et on s'adresse à des jeunes, mais pas seulement. Il y a aussi des formations pour les mairies, pour les acteurs publics, et aussi en entreprise, pour peut-être des fois orienter son entreprise vers euh, une activité plus verte ou plus sociale, tout en bien sûr Et là, considérant ça fonctionne, vous avez de la demande au Oui, niveau des entreprises, vous sentez qu'il y a prise de conscience qui est toujours plus importante. mais c'est que c'est une bonne partie de nos activités, hein. C'est vrai que Et euh, je suppose de vos ressources aussi aussi, financières, non? aussi l'idée, on arrive à faire des formations, on va dire, plus accessibles pour les collèges, les lycées, grâce aussi, Voilà. on va dire, au financement qu'on peut obtenir grâce aux entreprises. Euh, D'accord. Parce que vous êtes structuré en association, c'est ça? C'est oui, une c'est association, c'est hein, une association, Climatosphera. euh, et on fournit des prestations de services qui peuvent être comme une formation en entreprise pour accompagner les équipes à se questionner sur ces problématiques-là. Et on le voit aujourd'hui, c'est vrai qu'on a de plus en plus de demandes parce que autant la question, on va dire,
climatique pure, carbone a été souvent accroché à une contrainte environnementale. Mais Mhm. aujourd'hui, on le voit, c'est aussi des questions de souveraineté énergétique, d'autonomie. Et donc, non seulement on peut avoir envie de changer sa politique énergétique entreprise pour le carbone, mais aussi parfois pour juste continuer son activité Mhm. dans le temps. Et puis, il faut aussi pouvoir répondre aux normes qui sont parfois imposées par Bruxelles. Donc, c'est aussi ça, non? Il y a Mhm. des normes, c'est ça. Ça veut Mhm. dire, c'est... Donc, vous aidez à ça, vous assistez, vous oui, aidez pour. on accompagne, par exemple, Mhm. des entreprises à se poser des questions et à réorienter leur politique énergétique. Donc, vous êtes un On- peu les seuls, il y a un peu le Climatosphera. Est-ce que vous êtes les seuls à faire ça en Roumanie? alors, c'est vrai que De façon aussi diverse, entre les fresques, ce que vous nous dites. je pense qu'elle en a l'avantage d'être très, très pluridisciplinaire. Ça, c'est, C'est on ça, vous a, êtes très peu. Il y a beaucoup d'ONG qui s'occupent voilà, d'écologie, mais oui. c'est ça. Je pense qu'il y en a qui font par exemple que des fresques ou que de D'accord. l'accompagnement. Et nous, j'ai un peu tout le spectre. On est avec voilà, des docteurs dans leur domaine énergétique, dans les politiques publiques d'alimentation. On a la chance d'avoir voilà, un petit peu toutes les facettes de la Ouais, palette, je ouais, dirais. ouais. Et vous, ça prend, parce que vous faites pas que ça, vous avez aussi un travail Oui, à part entière. C'est-à-dire que ça prend quoi? 30% de votre alors, temps c'est ça. Je travaille 3 jours par pardon. semaine et puis Ouais. les. Et racontez-vous ce que vous faites, parce que c'est intéressant. Si c'est quelque part, c'est lié, c'est dans les transports, je Oui, crois, hein, oui, oui. voilà. Qu'est-ce que vous faites? Ouais. Je m'occupe du développement de l'activité ferroviaire au sein de mon entreprise qui réalise des protections dans les systèmes électriques des trains. Et donc, effectivement, ça se rejoint. Je travaille sur des systèmes qui peuvent être de conception ouverte, on pourra en parler, pour permettre. Qu'est-ce que ça veut dire de conception ouverte? Mais déjà, il y a deux philosophies un petit peu de la conception fermée et open tech ou machine ouverte. Euh, la conception fermée, ça peut être une conception, on va dire, d'un équipement qui est difficile à réouvrir, à réparer, à Ah, s'approprier et qui d'accord. peut des fois un peu piéger le consommateur Mhm. dans sa phase d'utilisation, comme Alors que là, parfois. la tendance est vraiment de faire que l'utilisateur puisse réparer et vous-même puissiez améliorer la machine n'importe quand. C'est ça. Exactement. Mhm. Ça s'appelle open tech ou Mhm. philosophie white box. Ça peut se faire dans le software, mais aussi le hardware, donc les produits. L'idée, c'est de pouvoir, en toute transparence, comprendre l'équipement et pouvoir l'adapter à ses besoins. Parce que on sait qu'on ne sait pas. Tous les besoins sont évolutifs. Et souvent, quand on achète un équipement, on va avoir des nouveaux besoins. Mise à jour, par exemple, sur un logiciel, c'est très régulier. Si la mise à jour doit passer à chaque fois par le fabricant, on est un peu dépendant. Alors que la philosophie ouverte, c'est à l'inverse de laisser le logiciel ouvert et de pouvoir laisser la personne améliorer, adapter à ses besoins. Et c'est pareil pour un équipement. Mhm. D'accord. Un petit peu comme voilà, comme la maison, on voit que sur les 30 ans de la vie, on rajoute des pièces ou on en enlève. Et l'idée, c'est ça, c'est de laisser l'accès à la technique. Mhm. Et si je me rappelle bien, dans votre parcours, dans votre carrière d'ingénieur, il y a eu à un moment donné une prise de conscience. C'est-à-dire que vous ne vouliez pas être un ingénieur qui ne prenne pas soin justement de son environnement. Comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez, excusez-moi, on revient un peu en arrière, mais fait en France et comment ce cheminement a abouti à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui? Non, c'est vrai que je pense que ça dormait peut-être un petit peu à moi parce que je pense qu'étant né à la campagne, j'ai, on va dire, peut-être dans les veines, voilà, ce lien avec la nature ou les ressources, puis fils d'artisan commerçant, j'ai vu mes parents toucher la Vous venez matière. d'Aveyron, non? Oui, C'est ça? On oui, sent un petit peu l'accent peut-être, il est et resté on est par là. assez voisins. Je crois que les auditrices et auditeurs auront également senti que je suis montpelliérain et donc on se Voilà, rejoint. on se comprend, On voilà. se comprend. On se Dans comprend notre dans notre accent. dialecte, ouais. Voilà. Et donc, c'est vrai que je pense qu'étant né dans l'Aveyron, la campagne, Mmh. il y a une certaine proximité avec la matière et la nature. Et voilà, fils d'artisan commerçant, j'ai vu voilà, des machines, toucher la matière, réparer des choses. Et je pense que c'était un petit peu moi, mais dormant. Et on va dire, une prise de conscience importante, ça a été quand j'ai fait un stage de permaculture
euh, pendant 2 semaines où j'ai compris un petit peu cette philosophie de vie qui est de prendre soin de l'humain, de la nature, créer de l'abondance et la partager équitablement. J'ai beaucoup aimé cette philosophie qui était une philosophie pratique, encore une fois, practiviste, qui fonctionne, on va dire, dans le jardin, mais aussi à l'échelle de territoire. En 2 mots, la permaculture, si vous pouviez la définir. C'est vrai que la permaculture, on l'associe beaucoup au jardin, mais la permaculture, c'est surtout s'inspirer des interactions qu'il y a dans la nature pour créer de l'abondance et partager équitablement. Et on voit que, par exemple, dans une forêt qui est laissée à elle-même, elle produit énormément de ressources euh, sans action extérieure. Alors que un champ de blé monoculture, il faut le bodybuilder, pesticides, engrais, pour qu'il puisse se tenir, et malgré tout, les rendements chutent. Et donc, la permaculture s'est intéressée, David Holmgren, euh, au mécanisme qui pouvait permettre de créer une telle abondance. De qui vous avez parlé David Holmgren, Ah, ok. C'est l'un des... c'est un des pères de la permaculture. D'accord. Il y en a plusieurs, Mhm. M. Fukuoka aussi, au Japon, qui s'est aperçu que certains éléments fonctionnent sans nécessairement apporter beaucoup d'énergie. Je dirais que c'est un peu la permaculture, c'est un maximum d'efforts pour un minimum un maximum de résultats pour un minimum d'efforts. Il y a quelques principes de base, on va dire. Mhm. On va peut-être pas tous les lister, mais on constate que dans la nature, il n'y a pas de déchets. Donc, un des principes, c'est de boucler les cycles. Les sortants, donc les déchets d'un élément, sont les intrants de notre. Et donc, on vient créer des boucles valorisantes pour tous. Et ça se concrétise, par exemple, dans dans la cuisine. Au lieu de jeter les coquilles d'œufs, on peut s'en servir pour faire du calcaire, pour nourrir d'autres animaux ou pour faire d'autres applications. C'est-à-dire, c'est essayer de tout lier. Hein. C'est ça, c'est prendre du recul. Dans la permaculture aussi, on dit qu'il faut plutôt intégrer que séparer. C'est quand on intègre qu'il y a un boost de biodiversité. Et toujours réfléchir en termes de cycle, hein, c'est ça. C'est ça, Ouais. réfléchir en termes de cycle. Et aussi, notre principe, c'est un élément remplit plusieurs fonctions. Donc, un arbre, il sert pas. Et il peut servir à abriter, à nourrir, à protéger du vent, à retenir l'eau. Et chaque fonction, l'eau, pour tous, est assurée par plusieurs éléments. Donc, l'arbre qui vient abriter l'eau, le tapis de sol, de baies qui vient aussi faire retenir l'eau. Et ça peut s'appliquer aussi, par exemple, en contexte de crise énergétique, à la fonction chaleur dans sa maison, porter la fonction chaleur, pas seulement par le gaz russe qui peut augmenter, mais aussi par le soleil, aussi par le bois. Et comme ça, on a une fonction qui est assurée par plusieurs éléments. Mais chaque élément, mon poêle à bois, par exemple, il peut me servir à plusieurs fonctions, non seulement à chauffer la maison, mais aussi à cuisiner. Comme ça, Donc, tout ça, ça fait partie de la permaculture. oui, c'est ça. La D'accord. permaculture. Donc, c'est pas simplement... ça ne fait pas référence seulement à la terre, c'est toute une Non, c'est une philosophie de vie. Et ça D'accord. s'appelle Systemic Design, donc c'est utilisé sur le dessin, par exemple. Et aussi dans le... Pardon, excuse-moi, oui, dans le dessin, oui. Dans le dessin de solutions territoriales, qui s'appelle dessiner des solutions socio-techniques. Donc, par exemple, on a un projet comme ça, alors je saute un peu sur un projet concret qui s'appelle Heat for Humanity, où on essaye de boucler des cycles, comme en permaculture. On utilise les déchets de la construction, par exemple des fenêtres, pour en faire un cadre qui capte l'énergie du soleil et chauffer. Et donc là, on boucle un cycle et on utilise les sortants d'un système de construction comme intrant de notre système de chaleur. Et ça permet de limiter les coûts et booster l'accessibilité. Et donc, on utilise ces principes-là. C'est aussi lier l'urbain au rural, non? Aussi. Hein, aussi. Et c'est vrai que dans la permaculture ou même en philosophie de vie, c'est souvent un prétexte. Et verdir les toits, ça fait partie aussi de la permaculture, par exemple. Oui, ça peut être une solution, exactement, pour prendre soin de l'environnement. Est-ce que, d'ailleurs, je me pose la question, est-ce que dans les villes de Roumanie, je pense à Bucarest, mais pas seulement, le verdissement, on dit ça comme ça, non? Le verdissement des toits commence, parce que c'est une activité qui prend de plus en plus dans les
dans les grandes villes de l'Ouest. Est-ce qu'en Roumanie, ça se passe? Je sais pas trop, c'est vrai que Vous n'avez pas de projet on à a ce quelques niveau-là? petits projets, c'est Ouais. vrai qu'il faut demander à Cyril Parce qu'il y a, il y a de la surface en toi. Je pense à Bucarest, par exemple. Là, il y a beaucoup de surface. Je sais pas comment ça se passe au niveau de la copropriété ou des Mhm. décisions, on va dire, collectives Ouais. pour. Enfin bon, Bon. d'après ce que vous me dites, c'est pas quelque chose Nous, je sais qu'on qui a quelques a. jardinières, quelques projets avec Cyril Legris qui s'occupe D'accord. du verdissement et de l'urbanisation dans l'urbain. Ouais. Jardinière sur les toits ou pas nécessairement? Ouais, sur les balcons, ou Sur les pour les balcons? entreprises, ouais, pour mettre un peu de verre D'accord, dans ça les commence un bureaux. peu, d'accord. Mhm. Mais Mhm. plus, D'accord. je sais pas. Mhm. Alors, venons-en à une thématique un peu plus large. euh, et, euh, et vous me direz si je me trompe, mais votre intérêt pour la low-tech vient en partie d'une critique de l'omniprésence de la high-tech. High-tech, c'est les nouvelles technologies, dont certaines qui pourraient prétendument tout résoudre, mais posent aussi pas mal de problèmes en termes environnemental, social ou psychologique, hein. On l'a vu dernièrement avec les réseaux sociaux. Euh, Toutefois, il faut évidemment pas les dénigrer, hein, parce que elles représentent par ailleurs une chance dans bien des domaines, et je pense en premier à la santé. Vous, comment vous euh, gérez, comment vous vivez cette tension entre, s'il y a tension, entre low-tech et high-tech? Oui. Je dirais que qui a envie de laver à la main ou la vaisselle ou ses vêtements, voilà, la technologie a clairement du bon, ou aller au dentiste arracher avec un bout de ficelle sa dent. Voilà, il y a clairement des vrais avantages à la technologie. Je parlerai vraiment de discernement de la high-tech. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de solutions euh, et que des fois, on ne s'est pas posé la question sur le problème ou la finalité avant de trouver la solution. Donc, Par exemple? par exemple, on va dire, euh, la- il faut nécessairement acheter des pompes à chaleur ou du chauffage. Alors que ça, c'est raisonné en solution. Alors, on a beaucoup de marketing sur ça. Et finalement, le vrai besoin, c'est quoi? C'est me chauffer. Me Et il chauffer, y a ben, d'autres façons. je peux commencer par isoler, je peux commencer par Ah, d'accord. zoner mes pièces ou Mm. mettre Donc un c'est ça que pull. vous critiquez d'abord, c'est toujours cette recherche de solutions vis-à-vis de certaines nouvelles technologies, toujours la recherche de solutions, alors que le problème n'a pas été disséqué suffisamment, c'est C'est ça? ça, c'est ça. J'ai que voilà, je veux une citation, on va dire, bien connue, comme Einstein, qui disait que s'il avait un problème dans le monde en dépendait et qu'il avait que 60 minutes pour le résoudre, il passerait 55 sur questionner le problème. Et je pense qu'on a un peu inversé Mhm. les minutes en ce moment. Et ce questionnement-là sur la low-tech, c'est surtout le discernement de la high-tech qui a, dans Mhm. certaines mesures, Et qui crée des besoins parfois artificiels, aussi pour faire de l'argent, hein, clairement. Oui, oui, oui. Et je pense aussi que dans certaines mesures, c'est parfois pas forcément souhaité, c'est un système, mais il y a plein d'exemples où il y a possibilité de bifurquer et de trouver des solutions. Et nous, c'est là qu'on essaie d'intervenir pour donner quelques idées, voir ensemble. Parce que derrière, on va dire, un savoir-faire technologique, un téléphone, il y a d'électronique et des savoir-faire qui sont très transversaux. Mais plutôt que de créer un objet qui peut euh, pas être bénéfique, avec les mêmes savoir-faire techniques, il y a possibilité de créer un objet utile à la Et société. plus, ouais, ouais, et plus en lien avec le bien-être, enfin pas mal de choses, quoi. C'est ça. L'environnement, le bien-être. Mhm. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a plein d'exemples excellents, voilà, sur ce discernement de l'high-tech, et se poser vraiment la question pourquoi je le fais? Est-ce que, Mhm. encore une fois, je reprends un peu cette boussole low-tech avec trois piliers, l'utilité, l'accessibilité et la durabilité. Est-ce que l'objet que je crée, est-ce qu'il contribue plus à l'épanouissement de la personne? Quel est le rapport au plaisir au travail? Ou est-ce que je suis en train de créer une pénibilité au travail? Ou, euh, comment je m'inscris dans le contexte culturel des utilisateurs?
Voilà. Tout, Mhm. je pense, objet doit commencer par une étude un peu sociologique euh, des besoins, des vrais besoins de la population. Et si on est plus en train de, par exemple, l'épanouir ou la servir, et on se pose ces questions-là. La servir Oui, en un pardon, seul à un mot, seul ouais. mot. Oui. Ouais, ouais. Mhm. Et Mhm. de même pour l'accessibilité, si du coup on a trouvé, on va dire, une finalité vraiment utile, on vient questionner est-ce que c'est vraiment accessible, est-ce que c'est vraiment réparable, est-ce que c'est adaptable. Mhm. Euh, Puis d'un autre côté, en vous écoutant, je me dis que les intelligences artificielles peuvent aussi amener à disséquer beaucoup plus facilement et beaucoup plus rapidement les problèmes. C'est-à-dire, ah oui, c'est-à-dire peut accompagner aussi cette philosophie de la low-tech. Alors c'est assez paradoxal, mais enfin, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? oui, oui. Alors, je pense que l'intelligence artificielle, c'est un grand sujet. Effectivement, Mhm. il y a des applications qui peuvent être utiles. Euh, Encore une fois, ce qui est intéressant, je pense que la technologie, elle est faite par les humains pour les humains. On est là pour s'épanouir et, euh, et grandir ensemble. Euh, L'intelligence artificielle, elle peut aider par exemple pour réparer un objet ou qu'on ne sait pas faire, donc faire durer des produits, ou elle peut aider pour la santé. Mais en même temps, voilà, vous interviewez Simon Coulet-Khalifa il y a Mhm. quelques temps. Et je trouve cette interview Psychologue clinicien, oui, qui est venu ici il y a pas longtemps, ouais. qui, et, qui liste aussi ben, les addictions qui peuvent être créées par le téléphone et aussi, ben, par extension, À des l'IA fins marchandes, à évidemment. des fins Ouais. marchandes. Mhm. Et l'IA peut aussi, des fois, je pense, dans certaines mesures, nous désapproprier de de notre corps ou de notre capacité à penser. Et donc, je pense que c'est là qu'il faut toujours Et de balancer et notre raison d'être aussi. Ouais. Mhm. rester voilà, maître bah, de notre corps, de nos pensées et voir qu'est-ce qu'on veut faire faire à l'outil et ne pas devenir dépendant de l'outil, mais que ça reste un outil qui nous aide et pas Ouais. nous qui sommes dépendants de lui. Et, Mhm. en ce sens, je pense Parce que que l'outil, maintenant, n'est plus neutre, hein. Il faut quand même se rendre compte de ça. c'est ça, c'est ça. Mais il faut malgré tout que ça reste un outil. Ouais. Mhm. C'est ça. Et c'est là où je trouve, par exemple, le téléphone est un bon exemple. On a un clair besoin de communiquer, nous sommes des êtres sociaux, et c'est clairement un vrai besoin. En revanche, on peut voir aussi qu'il crée des certaines situations d'addiction, notamment chez les jeunes. Euh, des jeunes qui peuvent être perdus ou euh, énervés à cause voilà, de ce besoin L'instantanéité, oui. Mhm. d'instantanéité. Mhm. Et, et aujourd'hui, voilà, je pense que c'est intéressant de se questionner là-dessus. Et c'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans le practivisme qu'on pratique, que je pratique, c'est de revenir aux choses, on va dire, tangibles, l'outil en main, et apprendre ensemble en faisant. Dans le sens où, Vous les sentez, pardon, excusez-moi, je vous coupe, les jeunes avec lesquels vous travaillez, enfin, vous travaillez, que vous formez, est-ce que vous les sentez attentifs, curieux de ces nouvelles façons, enfin, ces autres façons de faire plutôt, et, et éventuellement d'accord pour laisser de côté leur téléphone? alors, bah, c'est vrai que le téléphone, de manière générale, ça reste compliqué parce que ça devient presque une norme sociale où il Mhm. s'est immiscé dans la société tellement bah, profondément que stopper le téléphone, c'est des fois un peu se couper Et oui. de la communauté, c'est pas Mhm. évident. Par contre, je constate dans les cours que j'ai pu faire une vraie sensibilité à ces questions, on va dire, d'avenir et une vraie motivation à faire avec les mains. Donc là, on a construit un chauffage solaire à partir de matières recyclées et séchage pour sécher des plantes médicinales et on va dire des fruits et des légumes. Et il y avait un vrai intérêt à revenir, je pense, au manuel. Partir, on va dire, de la compétence, du savoir-faire pratique, l'outil en main, et ensuite extrapoler vers les connaissances plus techniques. Et donc, par exemple, on a touché des sujets de mathématiques, de physique, de communication, mais par l'action. Et ça, j'ai senti vraiment une motivation. Dès qu'on a commencé à construire, c'est en construisant qu'on se pose des questions, mais comment je pourrais calculer, dimensionner, et aussi on apprend à travailler ensemble. Euh, le côté immatériel, je trouve, bah, à ce côté distant un petit peu, alors que quand on travaille ensemble en chair et en os, non seulement on co-construit quelque chose Et ensemble, là, mais vous avez vraiment senti un intérêt, quoi. Vous avez, oui. j'ai senti des relations qui se sont créées Mhm. entre les élèves, nous et les élèves. Euh,
par cette présence physique, en fait, et la possibilité de fabriquer un objet tangible dont ils en sont fiers, qui a du sens pour eux. Mmh. Alors, vous avez parlé de plantes et ça va je vais faire le lien avec, on va parler si vous voulez ou si vous le voulez bien, un peu de vous. Oui. Je sais qu'avec on a déjà un peu parlé, mais, avec votre compagne, Yulia Deltor, que nous avons accueillie l'année dernière à ce même micro et avec qui nous avons parlé de santé, donc et plus précisément de thérapie par les plantes. Vous allez bientôt vous installer à Campolong, petite ville du département d'Arges, située à environ 170 kilomètres au nord-ouest de Bucarest. Oui. Pourquoi? Pourquoi pas? Hem, il y a plusieurs raisons. Une raison déjà peut être les or J'espère que ma question n'est pas trop intime, hein. non, 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 il y a Mmh. pas de problème. Les orteils dans l'herbe et D'accord. le goût de l'air frais, déjà, ça a des bonnes raisons. C'est vrai qu'il y a ce sentiment de bien-être déjà rien que d'être plus proche de la nature et ensuite, comme vous disiez, heu, autant Yulia que moi, nous sommes, proches de la nature. Là-bas, il y a la possibilité, d'aller pour Yulia, à la cueillette de plantes, médicinales, les distiller, hem et pour moi aussi, d'être à proximité, on va dire, d'avoir un atelier et de pouvoir faire des choses avec les mains ensemble, avec les personnes Ça, locales. parce qu'à Bucarest, vous n'avez pas votre atelier, vous en rêvez ça, non? Ça de l'atelier, au bout du jardin où, vous Mmh, pouvez plutôt ouais, fabriquer vos collaboratif. C'est vrai que je vois un atelier, on va dire, collaboratif, d'accord. de co-création, Mmh. avec plusieurs personnes intéressées par les mêmes valeurs. Et donc, à la campagne, je dirais qu'il y a cette proximité voilà, avec la nature. Et aussi, le temps s'écoule différemment. Il y a possibilité voilà, d'être, d'avoir un potager, Mmh. de se rapprocher un petit peu voilà, de la Puis nature. j'aime beaucoup cette petite ville, et en train, ça m'en met 2 heures, donc Ouais, ouais, alors pas en plus? train, c'est vrai qu'il reste encore quelques petits progrès. Ah En oui? train, c'est 3 heures, mais en 3 voiture, heures? c'est D'accord, ouais, 2 heures, 2 heures et demie en fonction du trafic. d'accord. Mais c'est direct de Bucarest, Ouais. en train? Alors il y a un changement à Golest, Ah bon, à je pense côté que quand j'y étais allé, ouais. j'avais pas eu de changement. Enfin bon, d'accord. Mmh. Mais, Bon, c'est pas très loin. Mmh. mais en tout cas, oui, il y a cette proximité-là. Et puis il y a une communauté vraiment là-bas, Ouais, dynamique aussi ouais et de plus en plus d'après ce que j'entends, de Bucarestois, de jeunes Bucarestois comme vous qui, enfin vous n'allez plus être Bucarestois bientôt, mais, voilà, qui décident d'aller à Campolong, il y a comme vous dites, une petite communauté, hein, ouais, c'est vrai de que gens, qui vivaient avant, dans une grande ville et puis, ouais, moi j'aime beaucoup aussi l'enduro en VTT où voilà, il y a des paysages incroyables, dans la nature, la montagne juste à proximité, Yezer, Papouche. Donc c'est vrai qu'il y a cette beauté-là. Après, on va à la campagne, ça ne veut pas dire qu'on ne viendra pas à Bucarest. Je sais ouais. que certaines personnes imaginent qu'on va Mmh. être, coupé du monde, mais pas du tout. C'est une ville de 20 000 habitants. Il y a déjà, de Mmh. belles rencontres, sur place et nous, on continue, nos activités, en lien avec Bucarest aussi, Mmh. Dernière question, Julien Deltor, avec votre compagne Yulia, quelque part, vous allez me dire encore une fois si je me trompe, mais vous proposez une autre façon de vivre, une vraie philosophie de vie. Mais n'est-il pas trop tard? Est-ce il est jamais trop tard, il est jamais trop tard. Non, disons que on voit plein moi d'initiatives, exceptionnelles. C'est vrai qu'on n'en parle pas, mais voilà, les jeunes avec qui, on a travaillé, ils sont de plus en plus sensibles, on le voit. Hem, il y a beaucoup d'initiatives. Alors certes, pas chez RFI, mais certes, à la radio ou à la télé, on peut entendre des fois des nouvelles plus négatives, mais il y a énormément d'initiatives Eh positives oui, comme on et dit dans le jargon journalistique, les trains qui arrivent à l'heure n'intéressent personne, voilà, hein, ouais. Mmh. c'est ça. Mais par contre, il y a tellement de belles initiatives et non, il est jamais trop tard. Nous, on voit qu'il y a des communautés qui se créent, il y a dans le domaine de l'énergie, voilà, il y a des coopératives, il y a dans le domaine de l'alimentation, on peut le voir avec, il y a des associations de Landscourt, des circuits courts qui sont créés, dans le domaine de la biodiversité, beh,
Il y a de plus en plus d'éléments de protection qui sont annoncés. Très bien. Ces contextes aussi, on va dire, géopolitique fait qu'on se questionne un peu plus sur nos dépendances et on voit qu'il y a de plus en plus d'intérêt, voilà, pour ces solutions plus sociales, à valorisation plus sociale et plus environnementale. Et Ouais, donc je- vous êtes relativement optimiste, on va dire ça comme ça. oui, oui, oui. Et surtout, ce qui me rend optimiste, je dirais, c'est la pratique parce que c'est de pouvoir voilà, faire des projets, échanger. Et par la pratique, à mon échelle, j'avais un peu ce rêve, on va dire, de vouloir changer le monde, d'avoir de l'influence, du contrôle là où je n'en avais pas. Aujourd'hui, je choisis de vraiment me centrer sur ce qui me fait vibrer. Et je vois que bon, on a créé une équipe vraiment sympathique euh, à Climatosphera et même Mm. plein de partenaires avec, je pense, à Culturalis aussi à côté, qui sont dans la même dynamique. Et on voit que Et voilà, on si n'est on pas tout arrive seul. Et je à pense, changer la façon de vivre de certaines personnes, ou de quelques personnes, en tout cas de les pousser à vivre un peu autrement, c'est déjà un succès. oui, oui. Oui. Je pense que là, je- ça vient toujours de l'intérieur, on va dire. Et je pense que la vraie question, c'est de se demander qu'est-ce qui me plaît à moi, qu'est-ce qui me Et fait qu'est-ce qui fait vibrer, du bien? Ouais. et de l'exprimer. Et je pense qu'après, c'est ça qui va, ou pas, résonner à côté. Et moi, j'encouragerais plutôt tout le monde à se questionner voilà, sur ce qui leur plaît vraiment et prendre le temps hein, de s'écouter. Et je suis sûr que si on fait ça, on va se diriger dans la bonne direction. Et D'accord. c'est déjà le cas. Merci infiniment, Julien Détor. J'ai été ravi de vous. Ça faisait un petit moment, il fallait qu'on se revoie. Ravi de vous avoir reçu au micro du soir. À bientôt. Campoloung, c'est pour que vous allez aménager 1er bientôt? juin, 1er juin, ah déjà, d'accord. Bon, ben, très bien. vous êtes les bienvenus. Et c'est gentil, mes amitiés à Julia. Et à bientôt. À bientôt. Voilà. Merci Laurent. Chères auditrices, chers auditeurs, c'est tout pour ce soir. Nous allons suivre ce que vient de nous dire Julien Deltor. On va essayer de prendre le temps. Week-end Plakut. Au revoir.